Alors, nous sommes dans le dernier droit de ce colloque, de cette dernière journée de colloque. La formation à distance permet d'améliorer l'accessibilité aux cours et aux programmes en enseignement supérieur. Pour mieux répondre aux besoins de tous les apprenants, la conception universelle de l'apprentissage, le CUA, se fonde sur des valeurs de diversité, d'inclusion et de prévention. Comment intégrer les principes et les lignes directrices de cette approche innovante en formation à distance? Pour en savoir plus, écoutons Mesdames Marilyn Baillargeon et Claire Banville, spécialistes des sciences d'éducation de l'Université de TÉLUQ. À vous, Mesdames. Alors, bonjour à tout le monde. Merci pour votre accueil et votre écoute. Cet après-midi, on va parler de conception universelle d'apprentissage. Ça nous fait plaisir de venir vous partager nos pratiques pédagogiques, nos hauts comme nos bas, nos victoires et nos défis. Alors, c'est vraiment un atelier pratico-pratique. L'intention, c'est que vous repartiez avec des outils, des idées, puis des références concrètes aussi. La CUA, c'est quoi? Est-ce que c'est d'offrir à tous les apprenants le même type de soutien? Oh, il y en a qui répondent. Wow! Est-ce plutôt d'offrir à chacun des apprenants le type de soutien dont il a besoin? Il y en a moins qui répondent. Il y a une hésitation, hein? La CUA, c'est quoi? En fait, c'est une façon différente d'aborder la conception même de l'apprentissage. Le plan de la présentation. Vas-y, Claire. Excuse-moi. En fait, premièrement, nous allons un peu vous présenter, dresser un portrait dans Mesdames, à les l'avant, universités vous rapprochez du québécoises. micro, s'il vous plaît. Oui, excuse-moi. OK, merci. Merci, Denis. Donc, premièrement, nous allons dresser un portrait dans les universités québécoises de la situation actuelle et surtout du nombre grandissant d'étudiants qu'on a en situation de handicap. Par la suite, Marilyn va vous présenter vraiment les principes de base de la CUA. Finalement, nous allons un peu vous présenter justement notre côté pratico-pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a expérimenté à l'Université TÉLUQ pour l'implanter? Et on va vous faire un petit peu un retour d'expérience sur un exemple de cours où on l'a implanté. C'est comme une danse. Alors, la situation... Ah, ben, c'est encore moi, oui, mais oui. La situation des élèves en situation de handicap. En fait, on a renommé parce que dans les universités, on dit toujours étudiants en situation de handicap, excusez-moi. Donc, là, c'est une clientèle en hausse, comme je vous mentionnais. Excusez. OK, on l'a enlevé, excuse-moi. Initialement, on avait environ, en 2013, il y avait environ 8 000 étudiants qui se déclaraient en situation de handicap. 5 ans plus tard, ça a doublé. Donc, c'est quand même assez significatif. Vous voyez dans le graphique un peu comment ça se répartit. Et comme on le voit, c'est beaucoup déficit de l'attention qui ressort comme étant vraiment l'handicap. On appelle ça un handicap. Donc, une déficience qui est vraiment celle qui prend le plus de place, donc qui demande quand même beaucoup de services à donner. À la TÉLUQ telle quelle, on a vu une hausse de 60 %, donc qui était très élevée, une des plus hautes dans toutes les autres universités. La raison, c'est qu'avant, il n'y avait personne qui s'occupait de ces gens-là. On a eu un poste de conseiller qui s'est créé. Donc, c'est sûr que là, la demande, là, les gens, quand il n'y a pas de service, ils n'en demandent pas, mais quand il y a quelqu'un, il y a vraiment une grosse hausse à ce moment-là. Maintenant, il y a 2 conseillers. Donc, c'est une bonne chose et ils sont vraiment très occupés. Donc, maintenant, on s'est demandé, on a un peu échangé avec eux, puis on voulait savoir comment on pourrait favoriser leur réussite. Puis, on voulait vraiment voir, est-ce que la CEA peut répondre à ça? Donc, on a vraiment commencé de cette façon, en se posant des questions, en échangeant avec eux. Et quelle stratégie on pourrait prendre pour le faire au niveau des cours? En formation en distance, toujours, en prenant en contexte que nous, on est en formation à distance. Donc, la CUA, quand la présentation va être disponible, je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas les principes de la CUA, à visionner le petit vidéo qui est très bien fait. Vous allez voir que, dans le fond, la CUA, oui, on parle d'apprentissage, mais c'est beaucoup plus vaste. On peut parler vraiment de conception universelle de l'éducation. Alors, je vous invite à la visionner quand vous aurez la présentation pour savoir les principes et fondements. En fait, il y a 3 questions de base.
c'est qu'est-ce que j'apprends, donc le quoi. Puis ça va solliciter dans notre cerveau toute la partie qui concerne les moyens de représentation. Comment je reconnais l'information pertinente. Comment j'apprends, donc toutes les stratégies, les moyens d'expression, les moyens d'action aussi, comment on fait, quel choix pédagogique on peut faire pour engager l'étudiant, le mettre en action dans son processus, puis pourquoi j'apprends, donc les moyens d'engagement, puis l'affectivité aussi. Alors déjà ici, on peut se questionner, est-ce que ces 3 facettes-là, on les intègre dans nos pratiques de conception de cours, dans nos pratiques d'enseignement aussi? Nous, on s'est demandé comment on pourrait le faire vraiment dans le design même des formations à distance. On s'est inspiré des principes et lignes directrices. J'ai le tableau ici, je vais vous le montrer. Donc, je vous invite vraiment à le consulter. Et la référence est là. Nous, on l'a fait imprimer, on l'a mis à côté de notre bureau, c'est toujours plus pratique. Il y a la version française en 2011, mais il y a celle aussi qui est nouvelle de 2018 pour ceux qui connaissent l'anglais. Par où on commence? C'est souvent ça. Par quoi on commence? Comment on fait pour intégrer de la CEA en FAD? En fait, ici, c'est une illustration qui démontre bien ce dilemme-là, c'est-à-dire il neige. Là, les marches sont toutes enneigées. Qu'est-ce qu'on fait? On commence-tu par déblayer les marches pour que la majorité puisse passer? Ou on va déneiger la rampe d'accès pour que tout le monde puisse passer par là dans un premier temps? Alors, c'est vraiment l'optique de faire des choix. Puis, par où commencer? En fait, on a plein de bonnes nouvelles en formation à distance. C'est que le contexte même est propice, puis s'adapte très bien à la conception universelle d'apprentissage, justement parce qu'on utilise les technologies. Ensuite, la CEA, bien, c'est intéressant parce que quand on fait des choix dans cette optique-là, ça contribue non seulement aux élèves en situation de handicap, mais à l'ensemble des étudiants aussi. Tout le monde en profite, c'est gagnant. Puis, il est possible de miser sur des bonnes pratiques déjà existantes. Quand on s'est mis à recenser les bonnes pratiques, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on faisait déjà. Puis ça permet de mettre en valeur toute l'expertise qu'on a, nous, comme pédagogues déjà, puis de justifier la pertinence de tel choix versus tel autre. Puis évidemment, bien, les besoins sont grands, mais on ne part pas de zéro. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Le processus d'innovation technopédagogique, je vous fais rapidement un petit survol parce que c'est de longue haleine. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Donc, vraiment, il y a eu les normes d'accessibilité, toute la formation par rapport aux normes d'accessibilité web en 2014, puis la réflexion s'est amorcée à partir de ce moment-là. Il y a eu un projet pilote avec un cours ciblé, qui était un cours d'appoint aussi, puis on a exploré, dans le fond, comment on pourrait faire pour intégrer la CEA. Ça, c'était en 2015. Il y a un groupe de travail institutionnel sur lequel, moi et Claire, on a siégé, on a eu le plaisir de participer. Puis peu à peu, on a formé nos collègues, on a intégré dans d'autres cours, on a ciblé, donc ça s'est fait vraiment progressivement. Puis s'il y a une chose à retenir cet après-midi, c'est que peu importe votre contexte, il y a un premier pas que vous pouvez franchir dès demain. C'est vraiment de partir d'où vous êtes, puis pas vouloir faire tout en même temps, c'est pas possible, c'est pas réaliste non plus. Alors, c'est vraiment un processus qui s'échelonne sur plusieurs années. Là, Claire, tu me donnes des coups, là, si toutefois... Vas-y. Donc, l'exemple qu'on vous donne, c'est un cours sur lequel j'ai travaillé, je crois. Je regardais tout à l'heure si Sophie Caillès, est-ce qu'elle est partie finalement? Je crois que oui, malheureusement. Bon. En fait, c'est avec Sophie que j'ai travaillé ce cours-là, mais ce n'est pas moi le prof. On a un prof, puis on peut le faire entendre même. Et c'est un cours d'appoint, en fait. On peut appeler ça une propédeutique si vous voulez, mais qui est offert aux étudiants qui ne sont pas encore inscrits officiellement dans un programme et qui n'ont jamais fait de cours à distance. Donc, c'est vraiment un cours qui leur permet de se s'outiller, vraiment, pour être capable de faire un cours à distance. Et ça s'établit, c'est un cours aussi qui concrétisait un petit peu la mission de l'établissement, qui était vraiment rendre accessible la formation à distance aux étudiants au niveau universitaire.
Donc, juste pour que ça soit moins long, on l'a déjà ouvert. À défaut d'être ici avec nous, Patrick, le professeur, nous a fait un témoignage audio. Ça, c'est CUA. C'est le fun parce qu'on intègre différentes modalités, différents Bonjour, formats dans notre je suis présentation. Patrick Plante, professeur à l'Université TÉLUQ en technologie On peut éducative monter un et peu formation le à son, distance. s'il vous plaît? On m'a demandé de vous mentionner Merci. 3 mots qui me viennent spontanément à l'esprit en pensant à mon expérience avec la CUA. Le premier mot qui me vient en tête, c'est « bon moment ». C'est 2 mots, mais le contexte. C'était mon premier cours à l'Université TÉLUQ. Et le cours « Réussir ses études universitaires à distance » est un cours qui est principalement destiné à une clientèle étudiante qui est acceptée sous condition, qui a un parcours professionnel ou que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas étudié ou qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, d'avoir la CUA dans ce contexte-là, je dirais que c'était un bon moment. Le deuxième mot qui me vient en tête, c'est « préjugé ». J'avais une connaissance très partielle de ce qu'était la CUA. Le fait d'y travailler a ouvert mes horizons. Notamment, j'ai pu voir que ça pouvait aller aussi loin que la forme que pouvaient prendre les travaux notés qui sont demandés aux étudiants. Notamment dans le présent cours, les premiers travaux, on mobilise beaucoup les connaissances antérieures, les expériences très variées que peut avoir l'étudiant. Le troisième mot qui me vient en tête, c'est l'équipe, le travail d'équipe. La CUA, dans un cours en ligne, autoportant, c'est pas affaire d'une seule personne. Il y a des designers graphiques, des intégrateurs, des éditeurs. Il y a le professeur, bien entendu. Il y a des spécialistes en éducation, des infographistes, etc. Donc, chacun a une part à jouer dans l'intégration des principes. Finalement, ça fait maintenant plus d'1 an que le cours est à l'offre. Et il y a vraiment une différence marquée que je peux voir dans ce cours-là par rapport à plusieurs autres cours que j'ai. Et c'est vraiment particulier, c'est que j'ai pratiquement aucune question de mes étudiants par rapport au cours en tant que tel. Je peux avoir certaines questions par rapport au travail d'équipe, etc., sur la remise des travaux. Mais sur le cours en tant que tel, sur le contenu, j'ai aucune question. Quand j'ai des courriels, finalement, c'est pour me mentionner qu'il y a des liens morts. Mais à part de ça, tout va bien. Donc, je pense que c'est bénéfique, pas seulement aux personnes dont on pense que la CUA peut apporter quelque chose, mais je pense que c'est des principes qui sont bons à élargir à toute l'offre de cours, pas seulement à des cours comme réussir ses études universitaires à distance qui sont destinés spécifiquement à une clientèle qui a des troubles d'apprentissage ou qui a besoin de mise à jour. Bonjour, je suis Patrick Plante, professeur à l'Université TÉLUQ en technologie éducative et formation à distance. On le sait. Excusez, là. Il y avait une boucle à quelque part. Excusez, je suis obligée de mettre mes petites lunettes. Ici, Claire. Non, le cours, je cherche. Ça a été fermé. Ici. Oups, il y a quelqu'un qui a fermé notre... Non? C'est ça, on est là. Bon, c'est pas grave, on remet là. Bon, excusez, j'avais prévu, j'avais ouvert tout près, mais ça a été fermé, malheureusement. Mais en fait, j'avais aussi... on avait mis les diapos F5, oui. Ah non, pas là. On va le faire ici directement. Non, excusez. Là, on a mal au cœur, Claire. Désolée. Je vais juste y aller pour ne pas perdre de temps. En fait, j'avais fait des imprimés écrans aussi, donc, mais je vais vous le montrer directement, plutôt d'aller dans le site. Donc, un exemple, quand on parle d'offrir plusieurs moyens de représentation, dans le cours, c'est un cours de base. Hein, donc, on décrit certaines choses et on essaie de sensibiliser les gens à certains principes, comme par exemple l'infobésité, on en a parlé hier lors d'une présentation. Donc, là, on mettait la définition sous forme d'infobulle, mais pour ceux qui connaissent l'accessibilité, les infobulles, ce n'est pas ce qui est l'idéal en accessibilité. Donc, il y avait aussi un texte descriptif à l'arrière. Mais par la suite, un peu plus loin dans le cours, donc une phase ultérieure, on représentait la même chose et j'avais demandé à la graphiste, peux-tu me sortir de quelque chose de vraiment punché, là, cute, là, puis je laisse toi aller, tout ça. C'est ça qui était le fun de ce cours-là, travailler là-dessus. Donc, moi, j'ai dit, je vais avoir un petit texte, puis à chaque fois, il va grossir pour démontrer c'est quoi l'infobésité. Et elle a l'idée brillante de mettre des petits cupcakes. Donc, comme vous voyez, le texte grossit, le cupcake est de plus en plus plein, puis à la fin, il déborde. Donc, c'était pour démontrer le principe de l'infobésité. C'est tout simple, mais à quelque part, les gens, tout le monde l'a remarqué. Tout le monde parle du cupcake quand ils font l'évaluation. Donc, c'est une façon de
au niveau de la représentation. Quand on parle d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression, le cours, initialement, Sophie, hier, on en parlait, même ce matin aussi, était supposé être ludique. On voulait inclure les jeux sérieux là-dedans. Malheureusement, on a manqué de temps et de subventions, donc finalement, j'ai dit au prof, on va quand même mettre un petit minimum, on va mettre un avatar qui te ressemble, et comme vous voyez, il lui ressemble. Là, je dis, tu ne peux plus te couper la barbe maintenant, parce que là, c'est dans ton cours, donc ça ne marchera pas, là. Et finalement, ce qu'on faisait, c'est que régulièrement, l'avatar revenait donner le conseil aux étudiants pour se monter une boîte à outils eux-mêmes, parce que c'est une boîte à outils qui va leur servir pour tout leur programme par la suite. Donc, c'était la façon qu'on avait encouragé les gens à vraiment s'impliquer. Et une autre façon, bien, finalement, le troisième principe, qui, si vous allez voir le tableau, c'est la dernière colonne, et on garde les couleurs d'ailleurs pour vous référencer. Donc, plusieurs moyens d'engagement. Donc, comme c'est un cours qui est offert à tous, peu importe le programme, lorsqu'ils faisaient leurs travaux, on ne pouvait pas leur dire « faites ça sur tel sujet ». On ne savait pas. Donc, on disait « vous prenez un thème qui vous intéresse et vous développez là-dessus ». Donc, on offrait vraiment une façon à l'étudiant lui-même de s'engager et de vraiment personnaliser ses travaux selon ses intérêts. Donc, c'est une autre façon d'impliquer les gens puis de faire que les gens s'identifient plus au cours, s'impliquent plus et, veut pas, aussi adaptent le contenu du cours à leur objectif. À toi, ma chère. Patrick nous l'a bien dit, intégrer la CUA, bien, en fait, tout le travail de formation à distance, c'est un travail d'équipe à la base. Sans travail d'équipe, on n'y arrive pas, ou en tout cas difficilement. On a eu des complices, je dirais même de feu, pour l'intégration de la CUA. Donc, il y a Alex, intégrateur web, puis il y a Sophie, la technicienne graphiste, l'autre Sophie. Mais eux aussi se sont impliqués, puis je trouvais ça intéressant de leur donner la parole. Je vous laisserai voir, consulter leurs témoignages, mais pour eux aussi, dans le cadre de leur fonction, ça a permis de raffiner certaines compétences. Des bonnes pratiques, par où on commence? Moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon milieu? On a développé un guide pratique. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre maintenant? Vous pouvez le télécharger à partir de la présentation. C'est vraiment sous forme de tableau. Nous, on a recensé toutes nos bonnes pratiques, tous les choix pédagogiques qu'on pouvait faire, puis on vous les partage. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que je pourrais mettre en œuvre maintenant, qu'est-ce que j'aimerais rajouter dans ma pratique ou qu'est-ce que je fais déjà. Puis, à plus long terme, quel objectif je pourrais me donner aussi. Alors, on a fait ce tableau-là pour les 3 principes. Je vous invite à le télécharger, il est gratuit, à le partager aussi. Alors, ça peut être un bon guide pour faire les choses dans l'ordre aussi. Alors, c'est vraiment de procéder par étapes. Allez-y, une chose à la fois, à court terme, qu'est-ce que je peux faire demain matin, à moyen terme puis à long terme. Si on veut enrichir nos pratiques, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut fonctionner comme ça. Puis, essayez d'éviter de tout faire en même temps aussi. Vas-y, Claire. Juste ajouter sur ce point, c'est sûr que l'institution doit s'impliquer aussi parce qu'on est un service, mais il y a d'autres services, il y a des profs. Donc ça, on est dans le processus de vraiment rassembler les gens. Puis on disait à la blague, moi puis Marilyn, on disait, bien, allez chercher vos alliés, puis les gens qui sont peut-être un peu sceptiques, bien, emmenez-les dîner, tout simplement. On a commencé à le faire. Donc, au niveau si on peut vous donner un exemple, par exemple, au niveau, on ne le voit pas, c'est en tout petit, là, mais c'est la première colonne qui est au niveau des moyens de représentation. On a choisi certaines des lignes directrices de la CUA pour vous démontrer un peu comment ça peut être fait de façon quand même relativement simple. Donc, si à la base, vous avez, par exemple, un calcul comptable complexe, que le professeur avait un vieux PowerPoint qui traînait lorsqu'il donnait en présentiel, ça arrive souvent qu'on a des cas comme ça, puis qu'il veut le mettre dans son cours. Bon. Puis nous, on dit, bien, c'est pas toujours le mieux, mais bon, on n'a pas le temps, on va le faire. Fait que, OK, vous le faites, mais dans un premier temps, vous pourriez tout simplement proposer une autre façon de le faire. Et ça, c'est beaucoup l'accessibilité aussi. Donc, de donner un support vidéo qui démontre la même chose, mais vous pouvez trouver une démo sur le web, tout simplement. Si vous allez un petit peu plus à long terme, comme disait Marilyn,
Vous pourriez dire, OK, on va faire une démo avec la prof. Elle-même, elle va le faire à un tableau blanc. On a vu plein d'exemples là, des gens qui faisaient des choses sur les tableaux blancs. Et bien entendu, maintenant, avec l'accessibilité, il faut mettre des sous-titres. Mais maintenant, il y a plein de logiciels qui le font automatiquement, donc ce n'est pas compliqué. Et on met un lecteur vidéo. Donc, l'étudiant peut vraiment arrêter, faire des pauses, prendre des notes et tout. Donc, ça, c'est à moyen terme. Plus loin, puis on en a parlé à l'Université de Moncton ce matin, parlait de H5P, qui permet de faire des vidéos interactives. Bien, ça pourrait être une démo sous forme en H5P, où là, l'étudiant peut prendre des notes, le prof peut suggérer des exercices de temps à autre, peut intégrer ça dans la vidéo. On peut même faire des pauses forcées pour que l'étudiant prenne le temps de souligner. Le prof peut mettre du texte, permettre à l'étudiant de prendre des notes, comme je vous disais. Donc, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire au niveau vidéo. Les gens de l'Université Moncton, ce matin, nous le montraient, puis c'est vrai. Mais ça, c'est à plus long terme, parce que là, c'est plus long à faire, ça prend beaucoup plus de sous aussi. Mais allez-y progressivement. Et déjà, ça peut faire une grosse différence, comme le disait le prof. Au niveau du contenu, il y a 0 question. Et là, ça va faire 2 ans cet automne que le cours il roule. Et il y a 0 question. Donc, ça fait quand même une bonne différence à ce niveau-là. Oui, madame. Donc, on l'a vu, la formation à distance offre un contexte particulièrement propice à l'intégration de la conception universelle d'apprentissage. Puis je pense que comme pédagogue, on a tous à cœur la réussite des étudiants, la réussite de nos élèves. C'est ce qu'on vit, c'est ce qui nous motive à venir travailler. L'inclusion, des approches inclusives, dans le fond, nous permettent de baliser, de faire des choix. Je me répète, mais c'est pas grave, c'est pour réviser, là. Donc, l'importance d'opter pour un processus itératif, un processus d'amélioration continue. Oui, j'aurais le goût de rajouter de l'interactivité dans mon vidéo, là, ou de développer un questionnaire interactif ou d'offrir des parcours différenciés pour mes élèves. Peut-être que si mon cours est urgent, je vais miser sur l'essentiel, puis j'y reviendrai. C'est vraiment d'avoir une optique de développement en plusieurs phases. Puis, je vous dirais que c'est important de documenter, puis là, je mets mon chapeau de doctorante aussi. C'est important de documenter les initiatives que vous mettez en œuvre. Puis c'est pour ça que moi puis Claire, on est là ce matin. On l'a fait dans notre milieu de travail, mais on avait le goût de vous le partager, parce que tant qu'à avoir travaillé, refaites pas ça, là. Tu sais, le cahier, il est fait. Partez de ce qui existe déjà. Mais si on ne prend pas le temps de documenter, puis de voir quelles sont les retombées sur nos apprenants, dans toutes les recherches qu'on a vues sur la conception universelle d'apprentissage, puis je vous le dis, puis ça fait partie des critiques qui sont partagées et tout à fait légitimes, c'est que c'est des recherches en neurosciences, mais ce n'est pas des recherches qui sont menées dans un contexte de formation à distance ou dans un contexte de classe. Mais ça nous appartient à nous. C'est à nous de le documenter, ce volet-là. Ça fait partie des avenues. Donc, je vous invite vraiment à partager vos pratiques. Claire l'a dit, c'est un travail d'équipe. Sous-titrer mes vidéos, c'est bien beau, mais si je n'ai pas vérifié avec l'intégrateur avant si le lecteur vidéo est accessible, j'ai travaillé pour rien. Moi, j'ai d'autres choses à faire, puis je sais que vous aussi, vous avez d'autres choses à faire que travailler pour rien. Donc, le fait de travailler de concert dès le départ avec les différents acteurs concernés, de travailler en complémentarité, c'est vraiment la clé du succès dans une entreprise comme celle-là. Voilà. Des questions, des commentaires, des réflexions. Bien, on vous remercie. Puis là, je vous l'avais dit avant qu'on avait des ressources aussi pour vous. Donc, après, il y a plein de ressources utiles qu'on vous partage, des sites web très utiles. Vous allez voir aussi à quel point l'expérience d'utilisateur sur des sites CUA est fluide, est agréable. Donc, c'est vraiment des ressources à mettre dans vos favoris si la CUA vous interpelle. Il y en a d'autres aussi, là, on dirait que mon... Ah, voilà. Donc, il y a le PCUA aussi, et je dirais, puisqu'elle est dans la salle aussi en même temps, Lucie, il y a un superbe dossier sur la conception universelle d'apprentissage dans le CAPRES, au CAPRES.
avec plusieurs ressources très utiles, des cas concrets au cégep, à l'université. Je vous invite à les consulter. Vous pouvez même télécharger le document complet. C'est bon, Lucie, hein? Je le savais. Je mentionne aussi le site Ancienne Université qui a été fait, qui est un consortium, que Lucie pourrait vous parler. Et ils ont rajouté dernièrement le module 5, qui est justement sur la conception universelle d'apprentissage, pour ceux qui connaissent. Allez-y, soyez curieux. Ensuite, si vous voulez avoir le portrait dans votre établissement des élèves en situation de handicap, ça peut être intéressant d'avoir dans les universités québécoises. Et plusieurs références. Et là, parce qu'on s'améliore et on s'adapte, j'ai une ressource qui n'est pas dans le PowerPoint. Donc, il y a une nouvelle revue de l'école branchée pour ceux qui sont plus secteur jeune aussi, mais même, on y retrouve des articles super intéressants en enseignement supérieur. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est vers une éducation inclusive aussi. Vous allez retrouver différents éléments à l'intérieur. Tu me disais, c'est le dernier. Bien, ça ne fait pas très longtemps, là. Alors, voici, est-ce que vous avez des questions? Bravo, oui. Oui? La première question de Marilyn, c'était « Est-ce que je suis dans les temps? » Oui, vous êtes dans les temps. Alors, Denis, est-ce qu'on a des questions sur le web? Pas pour l'instant. C'était tellement clair. Et voilà. Pour ça. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui, ici, on a une question. Je me demandais, avec tout ce super matériel, particulièrement le cours d'introduction pour les étudiants qui vont être appelés à étudier en ligne, je ne sais pas si vous avez déjà eu des collaborations pour, comment dire, utiliser cette intro-là pour des étudiants qui seraient en présentiel ou dans des cours synchrones ou dans d'autres approches que celles de TELUC. Est-ce que c'est des collaborations qui sont possibles? Certainement. En fait, plus directement, est-ce que je peux vous voir après la rencontre? Petit bémol, parce que moi, je dois quitter tout de suite pour prendre l'autobus, mais sinon, je suis très ouverte. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande officielle. On a présenté lors du colloque CIRTA. Je me souviens, monsieur, on s'était parlé après. J'ai reconnu des visages, d'ailleurs, que j'avais vus. Puis on a eu des échanges comme ça, mais c'était plus le cahier qu'on a envoyé aux gens. Puis vous allez y avoir aussi accès. Mais oui, on est très ouvert, très, très ouvert. OK, merci. Merci pour la présentation. Nous, dans mon cégep, on est plus en synchrone, en fait, puis on s'intéresse à la conception universelle des apprentissages parce que dans les cours en ligne, bien, ça fait l'affaire de beaucoup d'étudiants avec des besoins particuliers, puis bien, ça donne des défis aussi. Puis nous, c'est plutôt au niveau des évaluations. Je suis certaine qu'il y a du travail à faire dans l'enseignement comme tel, mais dans les évaluations, c'est là souvent où les défis se posent. Puis je me demandais si, dans les propositions que vous faites, même à l'intérieur des cours de l'ETELUC, si l'étudiant a, tu sais, on veut varier, là, les termes, là, j'avoue que c'est pas mon monde, là, mais tu sais, varier les possibilités pour l'étudiant, non seulement de recevoir l'information, mais aussi peut-être de la livrer. Est-ce que ça fait partie des choses que vous faites d'amener les enseignants à accepter des livraisons d'une même leçon, d'un même devoir sous des formes différentes en fonction de... Ça va-tu jusque-là? Oui, ça peut aller jusque-là, je vous dirais. C'est plus... Moi, j'aime mieux l'approche de dire on va personnaliser les travaux parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que l'étudiant s'approprie la matière, mais qui s'identifie à ça. Donc, c'est plus dans ce sens-là, des fois, que nous, on le pousse. Mais ça peut être aussi bon, nous, ce qu'on vit, parce qu'il faut dire qu'il y a deux choses. Hein. Il y a la CUA, et dans la CUA, il y a beaucoup de notions d'accessibilité aussi. Mais dans l'accessibilité, ce n'est pas seulement de mettre du code HTML en arrière pour que les lecteurs, par exemple, puissent les lire, mais c'est aussi des accommodements que l'institution doit faire. Donc, nous, on est beaucoup en communication avec le service aux étudiants. Puis, dans le cas des évaluations, ce qui est souvent fait pour nous à distance, là, la TELUC, c'est de donner plus de temps. Donc, quand on a des quiz en ligne sous Moodle, par exemple, c'est un exemple, bien, si c'est chronométré à 2 heures, bien, des fois, ils vont avoir 3 heures. Donc, c'est une façon aussi, c'est de faire des accommodements. Donc, c'est un autre...
ou de ne pas avoir de temps du tout, dans certains cas. Donc, De créer là, des c'est eux, évaluations parce qui ne sont que- pas basées sur le temps. Oui, parce que nous, on n'est pas conseillers. Eux, c'est leur spécialité. Donc, c'est eux qui vont juger selon le dossier étudiant, que nous, on n'a pas accès. Qu'est-ce qu'on va faire comme accommodement? Donc, il n'y a pas juste au niveau technique, il y a au niveau pédagogique, au niveau technique, mais il y a un niveau aussi organisationnel qui doit être en place. Donc, ça marche tout ensemble. Est-ce que Lise, ça une répond à votre question sur le question? web? Oui. Oui, une question sur le web. Oui. Où peut-on trouver la documentation et le guide, s'il vous plaît? Il est inclus le lien déjà dans notre présentation, donc les gens peuvent le télécharger. Juste mentionner que c'est sûr que c'est frais, donc c'est encore moi j'appelle ça un work in progress, là, donc c'est un document de travail qu'on va peaufiner, puis si vous trouvez des choses, si vous voulez en ajouter, on est très ouvert aussi, là, on est des expertes, mais je veux dire, on est très ouverte à la collaboration aussi de votre part pour nous fournir des fois des choses que vous auriez vues, puis que nous, on a peut-être oubliées. C'est beau. Terminé pour les questions. Alors, mesdames, merci beaucoup. Merci beaucoup.